Comment évoluent les prix, les taux d'intérêt, les crédits immobiliers? Comment faire les bons choix? Ça bouge en ce début d'année. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo, Maëlle Bernier. Bonjour Olivier. Porte-parole de Meilleurs Taux, spécialiste des crédits immobiliers, et Olivier Bugette, bonjour. Bonjour Olivier. CEO de la boîte Immo, des outils et une plateforme au service des professionnels de l'immobilier. Alors évidemment avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité des différents marchés, mais tout d'abord en introduction, j'ai envie de vous demander... Voilà, on a tourné la page de 2023, une année un peu morose sur le front de l'activité. Est-ce que pour vous, comme ça, votre sentiment 2024, est-ce qu'on va vraiment tourner la page? On va retrouver du dynamisme ou bien une année de transition? Maëlle. On a tourné la page, on l'a déjà tourné parce que les banques reprêtent et reviennent, donc sans financeurs on ne fait pas grand chose. Maintenant ça va aller doucement, il faut que les Français admettent un peu le changement de dogme, à savoir que même si les taux baissent un peu, on a des taux à 1%, c'est fini, donc on est face à une nouvelle réalité. Mais il y a toujours cette envie et ce besoin évidemment primaire de se loger et d'acheter. Donc plutôt optimiste. Plutôt optimiste. D'accord. Ouais. Olivier. Optimisme que je partage, ça va être indéniablement une année de transition, reste à savoir à quelle vitesse. Parce que pour l'instant, c'est une transition douce, un peu trop douce. Et on est encore en attente de voir plus de changements. D'accord, très bien. Dont on va certainement parler. Eh bien, on va y aller, justement. On y va avec tout d'abord votre baromètre qui prend en compte, justement, les retours du terrain, des professionnels. On va voir notamment sur les enseignements de 2023, l'évolution des ventes, des transactions et des prix. Olivier. Absolument. Donc 2023, une année de retournement, un marché qui a complètement changé, tout un paradigme que l'on connaissait, qui s'était installé depuis quelques années maintenant, qui a été complètement rabattu. Des éléments concrets, moins 20% de transactions sur l'exercice 2023, des délais de vente qui ont explosé. Rendez-vous compte, nous étions à peu près 21 jours entre la mise sur le marché d'un bien et la signature d'un compromis en janvier. Nous étions à plus de 150 jours en décembre. Donc les délais ont explosé. Et le corollaire de ces délais qui explosent, eh bien, ce sont des stocks de mandats qui se reconstituent. Pour notre part, nos 8000 adhérents intercables, nos agents immobiliers indépendants, représentaient à peu près 150 000 mandats actifs en janvier. On était à 450 000 mandats actifs en décembre. Donc, un choix qui n'existait plus, qu'à nouveau les acquéreurs ont. Et un pouvoir qui passe du propriétaire à l'acheteur, où le propriétaire a été tout puissant ces dernières années. Et aujourd'hui, eh bien, l'acquéreur étant de plus en plus rare et difficile à financer, eh bien, c'est lui finalement qui reprend la main. J'ajoute deux éléments. Le premier, c'est la disparition ou presque des primo-accédants, qui n'ont pas trouvé de source de financement, et la disparition des investisseurs qui, dans un paradigme où les prix sont très élevés et les taux au plus haut, eh bien, ne souhaitent pas, ne peuvent pas être actifs comme ils ont l'habitude de l'être. Et sur l'évolution des prix, alors les prix baissent, on le dit, pas partout, pas au même rythme. Qu'est-ce que vous avez Alors ça, c'est une tendance de fond, oui, effectivement, qui est née dans le courant de l'année 2023 et qui n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, les prix baissent à peu près partout, malheureusement très inéquitablement, et grosso modo on est à une baisse de 2% sur le marché national, avec des variables très fortes comme à Paris par exemple, où le marché a reculé d'un peu plus de 6,5% sur l'année 2023. Mais vous notez quand même des résistances dans certaines villes? Alors, nous notons que la baisse est très faible globalement dans beaucoup de grandes villes de France, et nous notons même certaines régions où les prix ont même un petit peu augmenté. Bon, ce sont des régions qui sont très soutenues, le sud notamment, Nice, la Côte d'Azur, les stations, la Savoie, et certains secteurs comme ceux-là qui continuent à avoir une demande extrêmement forte. En matière de marge de négociation, l'évolution. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que les marges de négociation avant 2023, elles avaient quasiment disparu. Il n'y avait plus de négociation. Et là, elles sont revenues. Alors là aussi, pas suffisamment, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même si elles ont réapparu
elles sont réapparues en début d'année 2023. Elles n'ont pas augmenté quantitativement dans le courant de l'année. Elles sont restées peu ou prou aux alentours des 5%. Passoire thermique, où en est-on ? Bien écoutez, en ce qui nous concerne, on a un peu moins de 10% des biens qui sont concernés par un étiquetage défavorable DPE, soit F, soit G. Donc ça fait quand même quelques dizaines de milliers de mandats. Et nous en sommes à un constat qui est le suivant. Nous avons d'un côté 49% de nos adhérents qui considèrent que c'est une opportunité. Donc les professionnels poussent à aller vers ces appartements, ces maisons à rénover. Et de notre côté, on constate qu'on a 70% des particuliers qui, sur l'année 2023, nous disent c'est rédhibitoire. Je ne veux pas me retrouver avec une passoire énergétique, quand bien même... Donc vous avez eu un peu les deux aspects, c'est ça ? Oui, absolument. Qui se contredisent un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur les perspectives 2024 ? Qu'attendent les professionnels de l'immobilier ? Sont-ils confiants, optimistes ou pas ? Les professionnels de l'immobilier attendent que les prix baissent parce que le paradigme a changé. Le pouvoir d'achat des ménages français n'est plus le même quand on a des taux à 4% que ce qu'il pouvait être lorsque nous avions des taux à 1%. Ma voisine en parlera beaucoup mieux que moi, mais les taux à 1%, c'est révolu, ça ne se représentera pas, et donc aujourd'hui, on ne peut pas demander la même capacité de financement à des ménages qu'on pouvait le faire il y a encore un an ou deux. Donc, leur pouvoir d'achat ayant baissé, eh bien, les prix doivent baisser si on veut que les transactions reprennent. Bon, on a envie que les prix baissent, enfin on a envie, après c'est pas évident non plus, et notamment avec des taux d'intérêt qui commencent aussi à baisser, certains peuvent se dire, bon, on va pas non plus baisser les prix. Alors Maëlle, où en est-on au niveau déjà des taux d'intérêt ? Parce que la situation est en train de changer depuis le début de l'année. Tout à fait. Alors le point le plus haut, c'était novembre, où on était en moyenne à 4,5 sur 20 ans, si on schématise. On est passé début janvier à 4,05 et février, on est maintenant un peu en dessous de 4. On est en dessous de 4, ça veut dire qu'on a beaucoup de dossiers qui passent sur 20 ans plutôt autour de 3,80, 3,90. Et puis surtout, là, ce qui a changé, c'est qu'il y a 3-4 mois, on avait 3 banques qui prêtaient en gros sur le marché français. Et aujourd'hui, on a toutes les banques qui sont revenues et les banques reviennent avec des gros objectifs de conquête. Pour certaines, elles ont fait que perdre des clients l'année dernière parce qu'elles n'ont pas du tout prêté, y compris à leurs clients. Et donc, pour un courtier, enfin pour quelqu'un qui cherche un prêt immobilier, l'offre bancaire est beaucoup plus large. Donc c'est le retour des banques prêteuses et le crédit immobilier redevient un produit d'appel. Et alors, en plus, nous, elles nous disent, j'ai les barèmes que j'affiche, mais n'hésitez pas à m'appeler pour les décotes. Les cotes, c'est les ristournes. Donc, on voit bien qu'on est à nouveau dans cette espèce de guéguerre des taux sur les dossiers qui sont solvables et qui bénéficient, on parlait de pouvoir d'achat tout à l'heure, le fait que les taux passent de 4,5 à 3,80, pour un couple qui gagne 4 000 €, c'est quand même autour de 10-15 000 € de gagner en capacité d'emprunt. Donc ça peut faire les 10-15 000 qui manquaient. On a des banques qui reprêtent à 110% pour les plus jeunes. Donc vraiment, de ce côté-là, ça s'éclaircit. Et sur les durées aussi ? Alors les durées, globalement, de toute façon, c'est 20-25 ans, il y a des produits à 30 ans, mais moi je qualifie complètement d'anecdotique, puisque la règle, c'est quand même qu'on ne doit pas dépasser 27, je vous rappelle. Donc quand on sort du produit à 30 ans, c'est que... Puis il y a un énorme gap, pour le coup, on prend, entre le 25 ans et le 30 ans, on prend 50 centimes, donc c'est beaucoup, beaucoup plus cher. De toute façon, les Français empruntent depuis maintenant X années sur plus de 20 ans. Il est évident que cette année, ça s'est encore accru, parce qu'on a joué un peu sur tous les tableaux, on augmente la durée, on va chercher l'épargne au maximum, et puis pour arriver à une capacité d'emprunt sur un bien viable et choisi, quoi. Taux d'intérêt. Alors l'évolution, Maëlle, comment vous sentez les choses cette année ? Est-ce que ça va continuer de baisser aussi ? Là, on est vraiment dans une phase d'attaque. C'est vraiment important que les Français qui disent est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'attends, se disent qu'on est quand même dans une phase d'attaque. Ça veut dire que là, les banques, c'est pas open bar, mais quand même, on n'est pas très loin de ça, parce que, encore une fois, c'est la guéguerre entre les taux. Ça réjouit mes courtiers sur le terrain qui me disent ça y est, on refait notre job. Je pense qu'on va vers des paliers. Christine Lagarde est extrêmement prudente sur la Banque Centrale Européenne, sur la baisse des taux. Elle parle de l'été, voire de début de la fin d'été. Les banques surveillent de très très près les fameuses OAT, alors qu'on voit là, qui ont évidemment chuté. C'est pour ça que les taux des prêts immobiliers, c'est la courbe grise. Pourquoi les taux des crédits immobiliers ont baissé ? Parce que les OAT se sont effondrés entre novembre et puis janvier. En gros, c'est ça. Et donc les banques ont dit ça y est, c'est le moment. Mais ces fameuses OAT sont surveillées. Elles nous le disent, on le surveille. Et on est plutôt sur des paliers. C'est-à-dire que là, on ouvre.
on va jusqu'en mars. En avril, on regarde un peu. Et puis, on verra comment on se positionne en fonction des objectifs. C'est fini. Vous le disiez, c'est terminer les taux à 1%. C'est même terminer les taux à 2%. On va certainement se retrouver dans une moyenne autour de 3,5%. 3,5-4%. Fin d'année. 4, je pense plus. Honnêtement, je pense qu'on va mettre de côté 3,5. 3,5, quand je dis 3,5, c'est des taux moyens pour tout le monde. Parce qu'en fait, des 3,5, on peut déjà quasiment en sortir pour des très très bons dossiers. Mais l'idée, c'est vraiment que tout le monde soit à 3,5. Je pense pas qu'on ira bien au-delà, parce qu'il y a quand même un facteur qui est en face, c'est l'inflation, qui effectivement ralentit un peu, mais qui va pas s'effondrer non plus. Donc, et 3,5, honnêtement, c'est un marché, on a connu ça. Enfin, je veux dire, on a tous connu des taux à 3,5 et le marché fonctionnait. Alors moi, ce que je voulais juste rajouter, une petite parenthèse sur les prix, c'est que on voit que l'effondrement des transactions l'année dernière n'a pas été si réel que ça, parce qu'on va tomber à 850 000. 850 000, oui. 850 000, il y a 10 ans, on disait que c'était des super bonnes années. Et je sais qu'en fait, beaucoup d'achats se sont faits cash, parce qu'on oublie quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'épargne, notamment chez les seniors, et que démographiquement, on se retrouve dans une situation où vous avez des boomers qui sont des biens qui sont devenus trop grands, le marché. Et qui sont des biens qui sont trop grands et qui revendent pour acheter plus petit. Et ils achètent cash moins cher que ce qu'ils avaient. En face, évidemment, de petits jeunes qui pourraient avoir un crédit. Mais ils ont soutenu le marché. Les notaires le disent, près d'un achat sur 2 en cash. C'est énorme. Donc, les Français ont puisé dans leur épargne. C'est ce que vous avez senti sur le terrain, vous l'avez constaté, oui. Absolument, le marché a été soutenu par ces secondo accédants qui sont moins exposés au risque de financement des banques et qui du coup ont répondu présent, et heureusement, et c'est vrai, vous avez raison de le souligner, on a une décote de 20% sur les volumes de transactions. Pour autant, on est au-delà de la barre des 850 000 transactions réalisées. Alors c'est sûr que quand on a fait 5 ou 6 années au-delà du million, c'est un petit peu déceptif, mais pour autant, ça reste un marché parfaitement normatif, bien sûr. On vend, on achète des maisons, des appartements, ça continue. Absolument. Vous qui êtes tous les deux des grands professionnels, les observateurs de ces marchés, de l'activité, qu'est-ce qui permettrait, selon vous, de fluidifier l'activité, Olivier ? Alors pour moi, clairement, aujourd'hui, c'est la baisse des prix. Il y a une demande qui est extrêmement forte. Alors il y a un sujet sur le financement de cette demande, parce qu'il y a beaucoup de ménages qui ont du mal, même si les banques reviennent en grâce et puis ont envie, il y a quand même beaucoup de dossiers qui rencontrent encore des difficultés, mais si les prix baissent, forcément, on ne peut pas imposer non plus. Absolument. Donc alors quelque part, il y a une espèce de bras de fer qui est en train de se produire, et je vous l'ai dit tout à l'heure, les délais de vente qui impactent directement les propriétaires sont passés de 21 à 150 jours. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? C'est que quand on veut vendre son bien, on est obligé de se caler sur cette nouvelle réalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un marché à deux vitesses ? C'est-à-dire dans un marché haussier, tous les biens en fait augmentent, même ceux qui sont difficiles, qui sont mal situés. Et puis, dans un marché baissier, en fait, de baisse, ce ne sont pas les mêmes qui baissent. Et ceux qui ont de la valeur, qui sont bien situés, proches des transports, en fait, ont leur prix, maintiennent leur prix, en fait. Ce dont on parlait tout à l'heure, c'est du stock qui s'est complètement reconstitué, et aujourd'hui, effectivement, les acquéreurs ont le choix. Et lorsqu'un acquéreur a le choix, il porte ce choix vers des biens dits zéro défaut, avec des bonnes implantations, avec les bonnes surfaces, les bonnes expositions et le bon voisinage. Donc forcément, les décotes sont plus importantes pour les biens qui ont des défauts, qui sont en rez-de-chaussée, mal orientés. Pour les biens zéro défaut bien situés, les prix ne vont pas tellement bouger. En tout cas, la baisse est très, très lente. Donc, comment elle va évoluer Maëlle. Alors moi je pense qu'on parle beaucoup du financement. Le gouvernement, on voit tâtonne sur les financements, beaucoup de grandes annonces. Crédit in fine. Alors crédit in fine, ça c'est génial. On vient de c'est... découvrir un truc qui existe depuis 50 ans et qui sert depuis 50 ans aux gens qui ont beaucoup d'argent pour qu'ils puissent bénéficier de l'effet de levier tout en défiscalisant les intérêts d'emprunt. C'est pas ça qui va permettre aux primo-accédants d'arriver. Vous savez, il y a un truc. L'année dernière, on a quand même des dossiers qui ont été bloqués, y compris avec des gens qui avaient des revenus tout à fait vraiment très confortables et qu'on a bloqué parce qu'il y a cette fameuse règle des 35% d'endettement qui, rappelons-le, n'existait pas avant 2022, qui a été imposée par le HCSF, le Haut Comité de la Stabilité Financière, avec à sa tête le gouverneur de la Banque de France, et qui est une aberration totale parce qu'on impose la même règle stricte à tout le monde. C'est-à-dire que vous gagnez 3 000 euros ou que vous en gagnez 7 avec 100 enfants ou 3 ou 4 000 avec 3 enfants, on vous impose la même règle. Or, donc c'est un non-sens pour vous. C'est un non-sens. Ouais. La règle, c'est juste de laisser aux banques faire leur job, à savoir
apprécier le risque. Quand vous avez 5 000 €, encore une fois, que vous avez 3 enfants, dont un qui va partir faire ses études à l'étranger, vous n'avez pas le même reste à vivre que quand vous avez 5 000 € à 35 ans sans enfants. Il est bien évident que ceux qui ont 35 ans, ils ont plus dans les poches, en fait. Et c'est appliqué que pareil. Donc ça, c'est vraiment un truc. Nous, on plaide, mais depuis des mois, pour qu'on décide un moratoire sur cette norme du 35% d'endettement. Et on verra. Laissons les banques faire le job. Je ne dis pas que c'est la baguette magique, parce que comme vous le disiez, le 1%, on emprunte moins. Mais déjà, si on arrêtait de bloquer pour des règles idiotes des jeunes accédants qui se retrouvent à payer le même loyer que ce qu'ils mettraient ou presque dans une acquisition, on fluidifierait aussi le marché, parce que aujourd'hui, c'est un peu un espèce de statu quo. Et puis n'oublions pas que, alors vous êtes, moi je suis pas du tout optimiste, moi je pense pas du tout que les prix vont baisser, je pense que tout ce qui le fait baisser a baissé, mais je pense que c'est terminé, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que tous les Français qui ont acheté à 1% là, toute cette tranche et c'était souvent des secondos accédants qui ont profité pour acheter un bien extrêmement confortable, avec une durée un peu longue de vie, on se projette avec des enfants pour quelques années. Et quand vous avez 1% de taux, voire en dessous, il va se passer quand même un petit peu de temps, sauf sous la menace, un truc hyper grave qui vous arrive malheureusement, qui vous obligerait à vendre, mais ces Français-là n'ont aucun intérêt à revenir sur le marché. Et comme on n'a pas construit en face, et comme pour l'instant on n'a rien construit, l'offre reste quand même rikiki par rapport à la demande. Donc un bémol là-dessus, Olivier ? En tout cas, ce qu'on constate sur le mois de janvier, janvier, c'est que la tendance baissière se confirme. On continue. Donc. Globalement, en France, les prix continuent à être dans une tendance baissière. Très, très faible. On est clair. Moins 2, moins 3%. Oui, on est même à peu près à 1% de baisse. Mais les volumes de vente continuent de baisser aussi. On est sur une inertie de cette mauvaise année 2023 qui va avoir forcément un impact sur les volumes de vente, au moins du premier trimestre 2024. On espère que les choses vont se réenclencher dans un second temps et que l'année va être finalement profitable à tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a encore une fois des situations très inéquitables sur tout le territoire. Et globalement, à moins de parler des biens qui ont un vrai potentiel, qui ont de vrais arguments, les biens lambda sont trop élevés par rapport à ce que les ménages sont prêts et capables de payer, par rapport à la situation qu'on a connue il y a encore 1 ou 2 ans. Parmi les différents leviers, est-ce qu'il faudrait étendre le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, aussi remettre la maison individuelle au cœur de ces enjeux, faire un dispositif d'investissement locatif aussi pour les investisseurs privés? On en a besoin, des investisseurs privés derrière des locataires, et on a de plus en plus de mal à trouver des locations. Politiquement, qu'est-ce qui seraient des bons signaux pour vous, Maëlle et Olivier? On parle beaucoup de la crise du logement et de la défaillance d'appartements et de maisons à louer, et ce fameux parc locatif français. Aujourd'hui, clairement, la fiscalité n'incite absolument pas l'investissement. Il faut rappeler quand même 2 choses. C'est que, le parc locatif, il est principalement constitué de bailleurs privés plutôt que de bailleurs publics. Et ces gens-là qui achètent des appartements ou des maisons pour les louer, rappelons que souvent, ce sont des gens qui essaient de conforter un petit peu leur retraite. Ce ne sont pas des grands investisseurs. On est loin de l'image d'Épinal des grands investisseurs financiers. Eh bien, aujourd'hui, ils sont complètement dissuadés de le faire parce que, c'est pas sans risque. On le voit tous les jours. Il y a des impayés de loyer, il y a des squatteurs, il y a un environnement qui parfois peut faire un petit peu peur. Mais d'autre part, beaucoup ont basculé sur Airbnb aussi parce que c'est plus intéressant. Mais fiscalement, on ne s'y retrouve pas. La fiscalité est beaucoup trop, la pression fiscale est beaucoup trop forte sur ces investissements-là. Maëlle, alors. On a mis beaucoup trop de contraintes sur les investisseurs, sur les bailleurs. Enfin, la suppression de la taxe d'habitation, c'était magnifique sur le papier. Résultat, on paye la taxe foncière. Donc, évidemment, quand on est bailleur, on prend ça en plus. On soulage a priori un peu le DPE. Donc, mais encore il y a quelques jours, il y avait beaucoup de travaux à faire. Et puis, alors, on parlait. Là, je reviens sur mon cheval de bataille, 35%. Mais les petits bailleurs, les petits candidats à l'acquisition pour acheter un petit locatif, un petit studio pour arrondir
on tire sa retraite et tout ça. Pareil, bloqué par les 35%, parce que si vous avez une résidence principale qui est encore en train d'être payée, ça rentre dedans dans le calcul. Et le mode de calcul a été changé de manière à ce qu'on considère en gros que c'est vous qui allez rembourser le crédit ou presque, quoi. Alors que c'est le loyer du loyer. Donc en fait, tout a été fait. En fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a l'impression qu'on a une espèce de réveil depuis 4 jours d'annonces, mais enfin, ça fait juste quand même 3 ans qu'on dit tous, les promoteurs, les courtiers, les agents immobiliers, attention, on va dans le mur, et qu'on nous répond, les prix vont baisser, tout va s'arranger. Mais en fait, il y a quand même un truc, c'est que la population française, elle grossit. Elle grandit. Les personnes âgées vivent de plus en plus vieux. Les familles divorcent. Il y a des familles monoparentales. Et on a une offre. En fait, on vit sur le stock. On vit sur le stock en se disant, bon, ça va bien se réguler à un moment donné. Non, ça ne va pas se réguler tout seul. Donc, alors après, vous voyez du PTZ, le prêt à taux zéro. Honnêtement, on n'a pas les moyens de relancer ces trucs-là parce qu'on n'a plus de sous. Donc, il faut être très clair. Donc, ça va être encore un gros... Et là, le prêt à taux zéro tel qu'il est mis en œuvre, annoncé... C'est le 1er avril, ce qui a été retardé. Oui. L'objectif, il est clair. On a divisé de moitié le nombre de bénéficiaires. Donc, on ne nous dise pas c'est un cadeau. Donc, encore une fois... Mais des relais pour des prêts à taux zéro locaux, aussi régionaux, les banques en font. Les banques en font. Les banques soutiennent un peu ça, pour les primo-accédants, effectivement. Mais on a mis trop de contraintes et il y a trop d'impôts. Aujourd'hui, un bailleur privé, quelqu'un qui se retrouve face à un locataire qui ne paye pas, on lui demande de faire des travaux, la taxe foncière, pam, plus 20% partout. Enfin, c'est un enfer. Et non, c'est pas grave. Effectivement, on stigmatise. Tout le monde imagine que les propriétaires bailleurs sont des mecs qui ont des immeubles entiers à Paris. Mais c'est pas le cas. Alors qu'ils sont porteurs de la solution. Si ces ménages qui ont envie d'investir le font et rénovent des biens, ils les mettent sur le marché. Donc ça alimente ce stock. Donc inciter plutôt que contraindre. Oui. C'est ça. Alors comment arrêter de taper sur ceux qui investissent fiscalement, c'est tout. On ne demande ni prime ni accompagnement particulier. Simplement, arrêtons de fiscaliser de la sorte les gens qui font un petit investissement de bon père de famille pour leur futur et celui de leur famille. Maëlle, oui. Oui, c'est ça. Enfin, le LMNP, pareil, ils ont changé les règles. Ouais. Enfin, tout ce qui est. Moi, je persiste. Je pense que la suppression de la taxe d'habitation est la plus grosse des bêtises faites par Emmanuel Macron, parce qu'on fait porter sur uniquement les propriétaires des villes, alors que tout le monde bénéficie des infrastructures des villes, les propriétaires. Comme si vraiment c'était. On sait, eux, ils descendront pas dans la rue, ils iront rien casser, donc on y va. Et en fait, c'est juste ça. Et là, on réentend parler. J'entendais encore ce matin. Le serpent de mer de taxer une fois que le bien est payé. Le loyer fictif. Le loyer fictif. Ouais, non, mais enfin, c'est incroyable. Mais ça ressort régulièrement. Ça ressort, mais enfin, comme on cherche des sous, on se dit que quand ça ressort, moi j'ai toujours peur. À chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Bon. Donc, vous voyez, la stigmatisation, elle est quand même, elle est là. Donc, il faut un peu lâcher. Je pense que ce qu'a dit hier Gabriel Attal, il y avait des choses qui étaient très bien. La surélévation. Voilà. Mais effectivement, les Français n'étaient pas très pour. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait aussi qui révisent leur truc. Je vois que la maison individuelle, après avoir été mise au banc, on en reparle. C'est pas d'ailleurs complètement idiot. Dans le prêt à taux zéro, il y a cette histoire de on rénove plutôt que construire. Oui. Moi, je trouve pas ça complètement idiot. Quand on se balade un peu dans les zones rurales ou même proches des villes moyennes, le nombre de biens qu'on voit, on se dit bah ouais, il faudra retaper, puis c'est super. Plutôt vous allez construire. Je vais me faire tuer par les constructeurs de maisons individuelles, mais plutôt vous allez construire 15 fois la même. Il y en a des qui peuvent être rénovés. S'il y a des aides, voilà, ça c'était pas idiot. Moi, je trouvais que c'était pas idiot. Alors justement, en cette période aussi d'incertitude et puis des choses que vous dénoncez, ceux qui ont un projet immobilier, quels sont les bons choix, vos bons conseils à tous les deux, Olivier? J'ai envie de vous dire déjà de se projeter dans le temps. On n'achète pas un bien immobilier pas de précipitation alors. Non, c'est pas un coup. C'est pas ça que je dis. C'est de se projeter dans le temps. C'est-à-dire que on n'est pas là pour faire des coups. Il faut arrêter de voir l'immobilier comme un moyen de faire de l'argent. L'immobilier, c'est surtout un moyen de se loger. C'est un moyen d'avoir un projet de vie dans un quartier dans lequel on a envie de s'investir, de s'intégrer. Et déjà, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent de passer à l'action déjà. L'immobilier, c'est un train dans lequel il faut savoir monter. Et plus on le regarde passer, et plus il passe vite, et plus c'est difficile de le voir passer. Et pour tous ceux qui disent « mais attendez, vous allez voir, les prix vont s'effondrer, etc. » Ça fait 30 ans que j'entends ça et c'est encore jamais arrivé. Alors même si je vous dis aujourd'hui que les prix devraient baisser, c'est pas pour autant qu'ils vont perdre 30% de leur valeur, soyons bien d'accord. Ouais. Maintenant, il faut revenir aux fondamentaux. Voilà, on achète de l'immobilier, on achète une adresse,
on achète une orientation, on achète une surface. Voilà. Et il faut être exigeant sur ces critères-là. Et encore une fois, les acquéreurs ont du stock, ils ont du choix. Donc voilà les éléments que je peux vous donner. Maëlle, bon choix. Alors, bon choix. Je pense que effectivement la situation, la proximité des écoles, il faut se projeter en fonction de son besoin. Moi, j'ajouterais une chose, c'est vous parliez de train. C'est très important parce que ça fait quand même des années qu'on entend tout le monde dire si j'avais su, si j'avais su, j'aurais acheté. Si j'avais su. Alors l'immobilier, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. 20 ans, j'entends si j'avais su. Il y a quand même une chose qu'il faut quand même savoir, c'est que je pense que passé 40 ans, ne pas être propriétaire ou accédant à la propriété, en tout cas ne pas rembourser un crédit, est une manière de se mettre en risque clairement pour la retraite. La retraite, qu'on sait qu'elle sera quand même de plus en plus tardive, mais quand vous arrivez à 65 ans à la retraite et que vous êtes encore locataire et que vous avez encore un loyer à payer, vous êtes à la merci d'un propriétaire qui peut vous la revendre, vous ne pouvez plus acheter, de loyers qui augmentent, tout le temps. Des retraites qui vont, on le sait tous, extraordinairement diminuer, donc le salaire qu'on a aujourd'hui ne sera pas du tout ce qu'on aura à la retraite. Donc je pense que c'est vraiment une mesure de prudence d'acheter un bien immobilier qui ne sera pas forcément, parce qu'on me dit ils vont peut-être pas rester 20 ans, mais ce ne sera peut-être pas celui-là dans lequel vous resterez, mais il sera revendu, il y aura un patrimoine. Oui, généralement ça dure 7 ans, 8 ans et on revend. Oui. Et puis vous vous rendrez ce qu'il est trop grand. Voilà. Mais en tout cas, je pense que passé 40 ans, il faut monter dans le train et n'oublions pas, un prix il est fixe là, on y va maintenant, il est fixe, le taux, même s'il est à 3,80, il n'est pas du tout fou qu'un jour il repasse à 3,20, 3 et que vous renégociez. Et là, Absolument. Vous ferez des économies. Oui, et puis on avait des taux à 4-5% il y a encore 10-15 ans et le marché se portait très bien et tout le monde était content. Et tout le monde a renégocié derrière. C'est vrai. Pour le grand bonheur d'un courtier. Absolument. Eh bien, merci à tous les deux, en tout cas pour vos éclairages et vos bons conseils. Olivier Bugette, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Maëlle Bernier, merci Olivier. infiniment. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.